Merci beaucoup pour votre question. Et tout d'abord, je voudrais commencer par remercier les personnes qui ont pensé à moi. C'est pour moi un grand honneur que d'être avec vous et de pouvoir partager ma passion du ferroviaire depuis septembre 77, comme diraient certains. Donc, vraiment, je vous remercie d'avoir pensé à moi. Avant de parler, je voudrais faire une petite déclaration liminaire, si je peux, avant de répondre très succinctement à ta question. Le système ferroviaire, donc, je veux dire, on subdivise, on ne subdivise pas. Qu'importe ce que vous faites, le système ferroviaire est avant tout un système qui doit être cohérent pour être efficient et sûr, tant en termes de performance que de coût que de sécurité. Par cohérent, j'entends un équilibre. C'est comme un pentacle, si vous voulez. Homme, outil, procédure. Vous avez une étoile à 5 branches. Les 2 pieds du bas sont l'infrastructure et les matériels roulants. Toutes les dames ou tous les messieurs qui marchent avec une talonnette d'un côté et une talonnette de l'autre seront très vite conscients que si les talonnettes ne sont pas adaptées, très vite, on se sent très mal pour aller loin. La tête, c'est le capital humain. Le capital humain, c'est l'homme, sa culture, qui est différente selon les pays. Et là, il y a un propos, je reprends un propos qui a été dit ce matin, culture sécurité, être formé dans le cadre du système, avec une vision système, pas de manière morcelée. Que vous soyez Dupont de l'entreprise X ou Y, j'y vois pas un gros problème, si ce n'est qu'on doit partager ce même langage, cette même culture, ce même vision système. Et après, on a le bras droit, qui est les règles d'exploitation. Je vous rassure, en Europe, on pourra en parler plus tard, elles sont totalement différentes. Et ce n'est pas ERTMS qui va régler ce problème. Donc les règles d'exploitation, Operation Principle, comme ils disent en anglais, doivent être connues, maîtrisées par tous les acteurs du pays concerné. Et le bras gauche, le contexte, tant géographique, économique, financier, et par type de ligne. C'est pour ça qu'on a toujours fait quelque part des estimations de risque. On n'a pas le même niveau sur une LGV que sur une ligne en bloc automatique, que sur une ligne en BAPR. Voilà. Donc, par contre, il faut que ce soit fait à bon escient et pas... voilà. Le message que je voudrais faire passer, c'est que toute modification d'une de ces 5 branches, que le vouliez ou non, ça va impacter les 4 autres. Donc, il faut nécessairement, toute évolution du système ferroviaire doit faire l'objet d'une réflexion globale système qui touche l'ensemble des acteurs. Alors, c'est plus facile s'il n'y en a qu'un, je suis d'accord, mais s'il y en a 2, s'il y en a 3, autour d'une table, il faut résoudre le problème. Et j'ai oublié de dire, c'est qu'au cœur de cette étoile, à son centre de gravité, se trouvent les systèmes d'exploitation. Signalisation, et là c'est vraiment le cœur. Il faut que ce soit compris tant en mode normal qu'en mode dégradé. Parce qu'en mode nominal, vous pouvez toujours penser, ma foi, oui, j'ai des systèmes très performants. Mais oui, mais attendez, ERTMS soir, vous êtes en staff responsible, vous faites comment? Donc il faut vraiment avoir cette connaissance de la langue, du vocabulaire, des concepts de sécurité. On pourra en parler plus tard. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour moi les points clés qui doivent être mis. Alors, les acteurs dont vous parlez, l'ART, excusez-moi, j'ai eu très peu de contacts et la seule fois que j'en ai eu, ça n'a pas été très positif, donc je préfère ne pas m'épancher sur le sujet. Travaillant au BEATT, je suis plus en relation avec l'EPSF d'une part et l'ERA du temps où j'étais à l'Union nationale des chemins de fer et même un peu moins maintenant. L'ERA, l'EPSF, c'est les bras de l'Europe pour mettre en place les différentes directives qui sont votées au niveau de la Commission. Je ne suis pas élu, je ne peux pas vous dire comment ça se passe. Et donc, ils sont chargés de veiller à l'interopérabilité, de manière à ce que les transports traversent les frontières, mais aussi de maîtriser la sécurité, à ce que celle-ci ne puisse pas être utilisée par tel ou tel État membre comme un objet de... comment je veux dire, un objet de barrière, quoi. Enfin, un objet, voilà. Et donc, l'EPSF, aujourd'hui, est chargé de faire des fonctions d'autorisation, tant d'entreprises de GI, d'EF que de matériel, autorisation de mise sur le marché, que de contrôle, et de suivi des recommandations que nous faisons, nous, BEATT. Alors, BEATT, je vous rassure, on fait
il y a la directive qui impose, mais la France l'avait déjà avant, suite au tunnel du Mont Blanc. Certains d'entre vous étaient peut-être aux 20 ans du BEATT. 2004-2024. Suite au tunnel du Mont Blanc, l'État voulait se doter d'un organisme indépendant de toute pression politique, fiscale, police, rassurance, de manière à pouvoir sortir, non pas qui a tort, qui a raison, mais pour le secteur, quelle est la meilleure, quelles sont les recommandations qu'on pourrait faire. Et donc ces recommandations, donc le BEATT traite de la route, des voies navigables, des transports guidés, et à l'intérieur de ces transports guidés, du ferroviaire lourd. Nous faisons des recommandations et toutes les analyses que nous faisons sont des analyses vraiment, comment je dirais, ni à charge, ni à décharge, dans le fond. Alors on égratigne nécessairement à gauche, à droite, en haut, en bas, mais c'est pas par volonté. Quand on aime, parfois il faut faire mal. Il faut pousser pour que les enfants grandissent. Donc on fait des recommandations et ces recommandations on les confie à l'EP. SF qui est chargé de leur suivi, du suivi de leur mise en œuvre, sachant que l'encadrement des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures reste maître de la manière d'assumer leurs responsabilités. J'ai dit. Bon alors, pour les 70%, il faudrait voir comment est-ce qu'on le calcule. Moi, j'ai juste ma vision plutôt infra-GI. Je ne sais pas si dans les 70%, on met aussi rail, tire-fond, traverse, ballast. Enfin bon, on ne va pas discuter sur les chiffres, mais toujours est-il qu'effectivement, il y a une part de sous-traitance qui, notamment pour les métiers de l'infra, est assez importante, notamment pour les travaux voies et caténaires. Alors, j'aurais tendance à reformuler la question. Pour que la sécurité soit sauvegardée, que faut-il faire? Je vais retourner, mais enfin, c'est une manière de répondre en creux à ce que vous posez. Il faut choisir des sous-traitants qui partagent le même métier que nous. Donc le métier, c'est pas ce que tu disais avant. Avoir un métier, ce n'est pas avoir un emploi. Pour moi, c'est des choses totalement différentes. Le métier, c'est aussi toute une culture, quelque chose qu'on a inscrit en soi, c'est des normes. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de juste au regard d'une règle ou d'une loi, c'est juste au niveau de notre cœur, de ce que je pense. Donc, je disais à la table en spiritualité, c'est un peu ça. C'est des valeurs qui sont propres au métier. Et pour savoir gérer des sous-traitants, il faut que l'entreprise maintienne son propre savoir-faire, c'est-à-dire qu'elle sous-traite une partie, mais une autre partie, il faut qu'elle soit à même de pouvoir la faire elle-même pour conserver cette connaissance, ce métier, de manière à pouvoir efficacement sous-traiter demain, pour pouvoir gérer une sous-traitance et ne pas perdre le contrôle. J'aurais tendance à dire, on était apprenti, compagnon, maître. Bon, moi, je suis rentré comme apprenti. Donc, alors on peut le traduire d'une autre manière. Professionnel, expert, spécialiste, expert. Ça prend du temps. C'est un métier. Donc, et là, à nous aussi de transmettre notre savoir-faire aux gens à qui on sous-traite. Il faut qu'on leur passe la flamme, le roar, comme on dit, l'esprit. Deuxième point, si l'on sous-traite, c'est aussi pour utiliser les gens qu'on a pour faire par exemple de l'asset management qui permettent de faire les calculs durée de vie, rail, traverse, prévoir à 5, 10, 15, 20 ans les besoins de régénération, de faire la bascule entre entretien et régénération au regard du niveau de performance voulu et au regard du niveau de sécurité. Et donc ça permet de bâtir différents scénarios. C'est vraiment un travail noble que j'ai fait pendant plus d'une dizaine d'années, qui permettait justement de justifier vis-à-vis des autorités politiques et de nos dirigeants. Je suis allé dans certains cabinets ministériels en étant la petite main de mon ancien chef Vincent Rumomi, et pour dire au ministre, attendez, vous voulez A, B, C? Ok. A, voilà ce que vous aurez dans 5, 10, 15, 20 ans en termes de performance. Voilà ce que vous aurez dans 5, 10, 15, 20 ans en matière de sécurité. Je vous le dis pour le B, pour le C. Maintenant, vous êtes le grand chef, vous choisissez. On est bien d'accord, vous signez en bas à droite. Et là, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, les gens deviennent plus raisonnables. Donc ce métier noble, il faut vraiment qu'on le garde. Ça, alors, le faire en masse, oui. Et puis il faut voir que certaines entreprises ont des savoir-faire, des machines tout à fait particulières. Mais il faut conserver le métier, faire appel quand il faut aux bonnes personnes, mais conserver le cœur du métier, qui est la maîtrise des risques et de la performance, et du choix entretien régénération. Alors là, j'ai juste un petit bémol pour la partie signalo. Ça veut dire, n'achetons pas de boîte noire
dont on ne saura pas les maîtriser demain, comme les chasseurs F-35 dans tel ou tel pays, où quand ils se fâchent avec les Américains, leurs avions ne peuvent plus voler. Je suis désolé. Donc là, il y a un moment, je ne suis pas d'accord avec le Signal Group européen, et ça a failli me coûter très cher. Si vous voulez des trucs, on en parlera en privé. Oui, bon, c'est juste une question de vivre et de mort. Hein. C'est 3 fois rien. C'est la vie. Je voulais dire aussi, il faut aussi qu'on... les problèmes que l'on voit dans... Vous me dites, pour que la sécurité soit sauvegardée, il faut qu'on gère les facteurs FOH. J'ai pas dit la personne qui se trompe. Vous pourrez lire dans certains rapports du BEATT, je vous invite tous à aller sur le site du BEATT, les rapports publiés sont validés, sont disponibles à tout le monde. Et regardez qu'on ne s'acharne jamais sur M. Dupont-Durand. D'ailleurs, vous ne saurez même pas si c'est monsieur, si c'est madame. C'est un agent, voire parmi N. Quelque part, s'il a fait une erreur, il est peut-être aussi un peu victime, c'est un grand mot, mais il a été poussé. Donc il faut voir les facteurs contributifs, organisationnels, formation, pression, nuit, jour, ça a été dit ce matin, et nous analysons tout ça de manière à dire, attendez, si s'est passé quelque chose, c'est pas vous, moi, on veut tous faire du mieux que l'on peut. Et si on a fait une erreur, bah c'est pas simplement parce qu'on a été faible, c'est aussi parce que les circonstances, certains facteurs nous ont mis une concomitance de circonstances. Donc vraiment, c'est partager ces rapports qui peuvent vous dire comment gérer les interfaces. Et puis, le quatrièmement, je l'ai dit, c'est sur les boîtes noires, notamment avec ERTMS et des choses comme ça. Faites très attention, parce que quand ces boîtes noires foirent, on repasse en mode manuel. Et là, si vous n'avez pas le métier, vous êtes en culotte courte. Donc là, c'est-à-dire, il ne faut pas annihiler le FOH, surtout le O qui est derrière pour la gestion des mots dégradés. Parce que même si les techniques sont bonnes, et notamment si elles sont très fiables, le jour où on doit gérer les mots dégradés, on n'est pas toujours au top du top, mais c'est ce que M. Larrieux a dit précédemment. Très bonne question, puisqu'avant d'être maintenant depuis 4 ans au BE, j'étais 5 ans directeur système de l'Union internationale des chemins de fer. Donc ça permet de voyager à travers le monde et de voir un peu les différentes manières de gérer de la sécurité. Alors, pour faire simple, les débats que nous avons là, les directives, tous les pays qui font partie de la Commission européenne sont soumis aux mêmes, disons, directives qui s'imposent, qui sont traduites. Si on fait la comparaison entre différents pays européens, la France est loin d'être parmi les plus mauvais. Ne serait-ce que dans le métier de la compétence, il y avait Andreas Busemann qui me disait « Je vais essayer de refaire des experts à des Bennett ». Pour lui, son niveau d'expertise était ceux qui sont capables de lire des réponses à des appels d'offres. Donc c'est juste pour donner un ordre de grandeur, puisqu'il y avait Médorn qui avait fait une très grande politique de allègement, je mets ça entre petits guillemets. Donc en fait, même RFF nous a tellement posé de questions, quand on était à l'Infra, que ça nous a fait progresser et maintenu un très haut niveau de compétence. Bon là maintenant, tous les pays européens sont dans le même sac, donc maintenant BNIB, on peut réchanger entre différents BEA de différents pays, c'est très intéressant, mais on est tous un peu dans le même cadre. Vous avez parlé ce matin de pays qui sont revenus en arrière, ou des pays qui ne sont pas allés dans ce sens-là. La Suisse ne fait pas partie de la communauté européenne, les Anglais ne font plus partie, le Brexit est passé par là. Donc ils peuvent le faire, eux. Ne vous en faites pas, chez nous, ce n'est pas possible. Le Japon, lui, a fait une autre approche, qui est une approche de dire, bon, on va avoir un grand réseau national qui fait en même temps les lignes à grande vitesse, en même temps les voies métriques. Non, ils ont fait JR East, JR Nord, etc. Mais c'est des sociétés intégrées qui sont en objectif avec l'État. Et je ne sais pas pour ceux qui sont déjà allés au Japon, la régularité, le niveau de performance et de qualité, franchement... bon, eux sont très admiratifs du TGV français, mais nous, on peut être admiratifs de ce qu'ils font aussi. Donc là, c'est un peu... voilà ce que je voulais dire. Donc les autres pays, on est un peu dans la même truc. Alors, je voudrais juste revenir sur un mot, moi, qui touche mon cœur, mais ça, c'est parce que je suis un peu trop vieux, j'ai le virus de la sécurité depuis que je suis tout petit. Transmettre est un mot magique.
est un mot qui devrait être au cœur de chaque cheminot, et c'est comme ça que se construit la sécurité. Non pas par le jugement, mais par la transmission. En fait, on transmet l'amour du métier. On transmet ce qui nous fait vibrer. On n'est pas là pour taper sur la doigt du petit jeune, mais on est là pour lui donner notre boîte à outils. Certes, les cheveux blancs, ça veut bien dire que je ne suis plus de première, je ne suis pas le perdreau de l'année. Oui, c'est comme ça, ça part. Mais on offre sa boîte à outils aux jeunes en cours. Certains outils, vous les utiliserez, d'autres, vous ne les utiliserez pas. Et ceux que vous les utiliserez différemment. Parce que le contexte a changé, parce que nous ne sommes plus dans le même monde et on ne va pas revenir dans les temps anciens de la 141R que j'aime beaucoup. Non, simplement, vous allez, au lieu de partir d'une page blanche, vous allez partir avec des outils imparfaits mais qui sont le fruit de 50 ans de... Voilà. Et, vous voyez, encore à mon âge, j'ai envie de vous faire cette passion. Et ça transmet. Donc c'est vraiment... Et qu'il soit de la société X ou de la société Y, qu'importe. Enfin, là, je ne suis pas tellement politiquement correct, excusez-moi. Et quand on fait des enquêtes au niveau du BE1, on traite de la même manière la société X, Y, Z, W. Et j'ai vu des comportements cheminots dans la société X, Y, Z. Il y a des moments, il y a des gars, je fais chapeau bas, et pourtant, ils sont pas, nous n'avons jamais partagé les mêmes, disons, fiches de paye. Bon, donc il faut sortir un peu du dogmatisme, me semble-t-il, mais par contre conserver cet esprit qui nous est propre, les métiers. Et d'ailleurs, bon, puis je termine là, quand on va à l'étranger, on ne parle pas toujours la même langue. Mais très vite, on est brotherhood in railways. On sent cette fraternité ferroviaire. Vous êtes en Russie, en Ouzbékistan, au Kazakhstan. Ah, toi, tu es un cheminot de terrain vague. Bon. Ça, c'est secret, tu peux prendre des photos, mais c'est juste pour toi. Ça, c'est, bon, Russie. Bah, tu vas me dire, c'est... Donc, on a cette fraternité cheminote, et ça, il faut vraiment qu'on le garde, et ça, c'est un levier. Et il y a une personne qui a parlé du BE1, je voudrais juste terminer par un tout petit mot. Le BE1 est un partenaire sécurité de chacun. On ne juge personne, on n'est pas là pour donner des leçons, on n'est pas meilleur que les autres, on vient après. Le système de sécurité est déjà très haut, mais on est juste un partenaire indépendant qui permet d'éclairer certains points. Nous faisons des recommandations aux EF, aux GI. Nous ne sommes pas, et là c'est la différence avec certains pays européens, filtrés par la RNSA. Le PSF, certains pays comme en Allemagne, ne peuvent émettre de recos si elles ne sont pas validées a priori par le Eisenbahnbundesamt. Nous, on met les recos indépendamment de ça. Donc on est beaucoup plus indépendant. Mais il reste de la responsabilité des entreprises, bien entendu, de prendre ou pas en compte, un peu, beaucoup, pas du tout. Donc nous ne donnons jamais de leçons à qui que ce soit. Mais j'espère que nous pouvons être un partenaire sécuritaire efficace et honnête pour vous aider. Et si jamais, dans le cadre de l'une ou l'autre, vous avez besoin d'une présentation de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas, nous sommes ouverts, bien entendu, à ce genre de présentation. J'ai fini.